Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, j'expérimente en partenariat avec Nike un nouveau format trop stylé. J'interviewe l'une de leurs athlètes et pas des moindres, Séraphine Okamba, joueuse de l'équipe de France de rugby, vice-championne olympique en marchant, les gars. Nous portons au pied le modèle Nike Motiva, spécialement conçu pour celles et ceux qui font de la marche, leur sport de prédilection. Ça va être passionnant cet épisode et trop drôle à enregistrer. Hello Séraphine, ça va ? Hello, ça va ? Très bien, écoute, et toi ? Pile poil au moment où on marche, là on arrive devant chez Michou, donc je crois qu'on peut pas faire plus Montmartre qu'à cet instant. Ouais, pour le coup, ouais. Bienvenue. Avant de commencer, je voulais juste faire une petite parenthèse. J'ai retrouvé une story sur Instagram datant de 2021 où je dis, je te jure, face caméra, que je rêve de collaborer avec une marque pour faire les marches de Montmartre. La loi de l'attraction a encore frappé. Je tiens donc solennellement à dire que j'aimerais beaucoup recevoir Brad Pitt dans le podcast et que 100 000 € sur nos comptes bancaires respectifs, ce sera quand même un beau chiffre rond, non ? Ah, plutôt pas mal, ouais. On va faire marcher l'univers. Faut y croire. Aujourd'hui, Séraphine, tu vas nous parler du jour où tu as désobéi à tes parents en te lançant dans le rugby. Raconte-moi de quel milieu tu viens. Est-ce que dans ta famille on est strict ? Est-ce que on vous laisse au contraire à la cool ? Est-ce que tu peux me parler de ton enfance ? Alors, donc moi j'ai grandi à Dreux, dans le 28, la région centre en Eure-et-Loire. Et mes parents sont originaires du Congo, donc tous les deux nos au Congo. Et c'est vrai que culturellement parlant, c'est pas, on va dire que c'est pas pareil qu'en France. Ouais. En fait. La place de la femme, on va dire ça comme ça, c'est plutôt d'établir des tâches ménagères, vraiment s'occuper en fait du foyer, clairement. Okay. Et l'homme, grossièrement, c'est celui qui va apporter de quoi s'occuper du foyer, on va dire l'argent plutôt financier. Il faut savoir qu'en plus, j'ai 5 frères. Okay. Donc je suis vraiment la seule fille et en plus... on est d'une famille de basket. Ouais. Donc, un petit clin d'œil à ma cousine qui est en ce moment à la Coupe du Monde de 3-3. Ah ouais, vous êtes tous trop forts dans la famille, j'en peux plus, c'est trop stylé. Donc oui, donc c'est pour ça, moi la seule fille, en plus je fais un sport dit de garçon, c'était pas forcément l'idéal pour ma mère, quoi. Et puis c'est une pression aussi quand t'es la seule fille, tu te dis que tu dois rendre fiers tes parents parce que évidemment tu dois montrer l'exemple, etc. quoi. C'est ça, parce que forcément moi quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais jouer au rugby, elle était pas trop contente. Elle a dit T'avais quel âge ? Au départ j'avais 13 ans, donc 13 c'était ans. au collège. Ok. Je lui ai dit j'aimerais bien jouer au rugby et elle m'a dit non, tu vas avoir des cocards, tu vas te blesser, tu vas avoir les oreilles en chou. Ouais, tout en ce fait, qu'on se dit sur le rugby. Exactement. Ouais. On pense souvent au profil du deuxième ligne ou du pilier, vraiment avec un gros coup, etc. Et du coup, j'ai accepté. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de préjugés sur le rugby parce qu'on ne connaît pas forcément ce sport. Et si toi, tu le pratiques pas toi-même, qu'est-ce que tu vois à la télé ? Les images, c'est des gars avec des bandeaux autour de la tête. C'est vrai. Du sang, vraiment quelque chose de très violent. Ouais. Et c'est l'image. D'ailleurs, c'est l'image que les mères ou que les jeunes filles ont la plupart du temps quand on parle de rugby, ou même les gens en général. C'est vraiment cette image de violence, d'agressivité, et on parle pas du jeu tout simplement, parce qu'il y a quand même de très belles actions, il y a beaucoup de jeux d'évitement, et il va y avoir la Coupe du Monde en plus à Paris. Ok. Donc c'est énorme, le rugby en tout cas sera beaucoup présent en France avec les JO en 2024, c'est incroyable. Mais pour en revenir... Ouais, et puis c'est très masculin aussi dans l'imaginaire, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si de moins en moins que les choses évoluent, on a encore cette problématique du corps musclé chez la femme. Et alors que c'est dingue parce que c'est magnifique, comme tu dis, c'est un sport qui est ultra stratégique, qui est très beau, qui est très dans le côté team, soudé. Enfin, il y a de très très belles valeurs dans le rugby, quoi. Et honnêtement, moi, ce qui me plaît vraiment dans le rugby, c'est... franchement, le rugby, c'est vraiment quelque chose qui a apporté du sens à ma vie.
Et je m'en suis rendu compte vraiment plus tard. C'est-à-dire que le rugby, moi, quand je réfléchis, je me dis quand même, le rugby, c'est un sport où on tombe pour se relever. Wow. Et dans la vie, on va tomber pour se relever. Merci, t'es en train de me faire ma punchline de l'épisode. C'est un sport où on fait des passes en arrière pour avancer. Okay. Et dans la vie, on se sert du passé pour avancer. En tout cas, pour se projeter. Et ce que je me dis souvent, c'est que le ballon, par exemple, il va de main en main et c'est le lien qu'on a avec les gens qui nous entourent dans la vie. Et vraiment, c'est pour ça que j'adore ce sport parce que pour moi, c'est le seul sport. Ouais. Alors, je prêche. Bien sûr, ta paroisse, bah ouais. C'est le seul sport qui, pour moi, ressemble autant à la vie. En tout cas, moi, j'y trouve énormément de sens. C'est hyper intéressant, ok. J'avais jamais entendu ça sur le rugby. Je trouve ça hyper intéressant, justement, de pousser les jeunes à faire un sport collectif parce que, comme tu dis, au-delà du fait de faire un effort physique, c'est beaucoup de valeurs, quoi. C'est ça. C'est les valeurs et c'est surtout le sens que moi, en tout cas, j'aime apporter quand je fais quelque chose. J'aime bien y apporter du sens. Et au final, c'est pour ça que quand j'ai décidé de désobéir clairement à ma mère, au final, c'est plutôt le fait que j'ai eu le courage de m'affirmer pour une fois. De dingue. C'est vraiment le fait c'était la première fois réellement que je m'affirmais et que je prenais place et que je décidais, là, maman, désolée, mais je vais le faire, quoi. Et puis, il faut aussi se replacer dans le contexte. T'as 13 ans. À 13 ans, on essaye de tout faire pour faire plaisir à ses parents. On n'a pas encore sa personnalité d'adulte très affirmée. Qu'est-ce qui te pousse, ce moment-là, à te dire, OK, en fait, je vais me faire confiance et je vais pas écouter l'avis de mes parents? C'est qu'en fait, j'ai grandi dans un cadre familial assez compliqué. Il y a eu quand même de la violence. Et à 13 ans, j'avais pas forcément envie d'aller à l'encontre, de désobéir à ma mère et de la décevoir. Ouais, donc j'ai mis du temps. Quand tu arrives à 16 ans, après il va y avoir la fac. Donc j'étais plus proche de quitter le cocon familial que d'y rester. Et puis il y avait mon professeur de PS qui m'a vraiment, cet homme, il est vraiment incroyable. Il t'a donné confiance en toi? Il m'a donné confiance en moi et il m'a surtout poussé. Il m'a offert ma première paire de crampons. Il m'a emmené à Marcoussis, donc à la Fédération française de rugby, pour faire mon stage. Parce que 3 mois après avoir pris une licence, j'ai été appelée pour le top 100. Donc franchement, je ne serai jamais assez reconnaissante parce que c'est incroyable ce qu'il a fait pour moi. Alors là, je te coupe un instant parce que c'est important. On est devant l'épicerie du film Amélie Poulain. Ah, sérieux? C'est ici? Ouais, je te jure. Tiens, regarde, il y a même les cartes postales. Ah, c'est ouf. Et il y a un... Ah zut. Attends. Ah, c'est ouf, c'est incroyable. Et il y a un moment du film, je sais pas si tu te rappelles, où le mec de l'épicerie est imblairable et tu vois Amélie Poulain qui dit « Vous n'êtes pas un légume puisque même un artichaut a du cœur. » Ah, c'est vrai. Voilà. Ah, mais c'est ici. C'est marrant. Ça fait bizarre d'être sur une scène, je sais pas. Regarde, t'as vu, on va remonter. Et alors là, la petite rue juste à droite de l'épicerie, on dirait franchement une carte postale, quoi. Ouais. C'est énorme parce que, en fait, il y a plein de vie, il y a beaucoup de couleurs. J'adore, vraiment. Et en plus, il fait beau, on a de la chance. Ouais, c'est clair. Bon, alors on va passer par la gauche, rue Berthe, et on va reparler de ton contexte familial parce que c'est pas anodin de désobéir à tes parents. Déjà, le mot, il est fort, et je le trouve bien trouvé dans ton cas, parce que d'un côté, c'est avoir la sensation de décevoir profondément ses parents, et ça, c'est terrible. Et à la fois se dire, je vais m'écouter moi, m'aimer assez pour me choisir, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis, il faut quand même que je trouve ma voie. Parce que je suis aussi une personne, je vais avoir ma vie aussi. Et toujours, mon réflexe étant plus jeune a été de penser à ma mère. Toujours, Qu'est-ce que tu te disais? Je me dis, en fait, tout ce que je devais faire, c'était pour la rendre fière. J'étais vraiment beaucoup à la recherche d'amour et c'est vrai que c'était impossible pour moi de désobéir. Et limite, moi, plus tard, en tant que plan de vie, je m'imaginais plus tard avec une maison et vraiment mettre ma mère dans un confort je comprends. extraordinaire, quoi. Surtout s'il y a eu de la violence, je pense qu'on a envie d'autant plus de prendre soin de sa maman. C'est ça. Ouais. C'est mon tout et même généralement, je lui dis, mais maman, je crois que c'est moi ta mère finalement. Oh. C'est moi ta mère et je suis là pour te protéger, je suis là pour être avec toi. Et c'est dur en fait de se détacher de ça. Parce que quand je prends la décision à 16 ans de faire mon choix pour moi, j'avais la sensation d'être un peu égoïste du coup. C'est vrai? Ouais, d'être égoïste, de me dire ah purée, je pense qu'à moi et qu'est-ce qu'elle va penser ma mère et... Qu'est-ce qu'elle te disait ta maman à ce moment-là? Quand elle a vu que j'étais quand même très déterminée, elle m'a dit qu'elle pourra pas aller à l'encontre ou peu importe ce qu'elle allait me dire.
Elle a tout compris de la vie d'une ado, hein, parce qu'à 16 ans, clairement, plus on te dit non, plus t'es là, ok, je vais faire tout l'inverse. Exactement ça. Enfin bon, toi, t'as fait une crise d'ado stylée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas, je pense qu'aussi, je suis quelqu'un quand même de très calme. Alors, c'est ça aussi que j'adore avec le rugby, c'est que, en fait, j'étais passionnée je suis toujours d'ailleurs, passionnée par la musique. Ok. Et en fait, quand j'avais pas suffisamment d'amour, quand j'en recevais pas en tout cas de mes parents, j'allais me réfugier vers le piano ou la guitare. Ouais. Et en fait, c'était mon moyen à moi de recevoir un peu de douceur. Waouh. Et j'ai compris après, plus tard, que le fait que je sois aussi attirée par le rugby, qui est un sport de combat, c'était mon moyen d'exprimer, d'extérioriser tout ce qui est colère, agressivité. Ouais, je pense vraiment que c'est thérapeutique. Parce que même là, quand je me sens pas bien, j'ai vraiment me réfugier dans la musique. Quand j'ai un besoin vraiment émotionnel. Et quand je suis très en colère, après mon style de jeu, il suffit de me voir jouer. Je passe pas par quatre chemins, je vais au contact. Alors, je te coupe un instant. Tu vois, face à nous, là, on a le moulin de la Galette. Ouais, et il est énorme, par contre. C'est énorme, hein. Wow. Genre tranquille, le moulin à Paris. Comme ça, en plein milieu. Et alors, il y en a un, une fois, je me suis incrustée dans une petite rue privée. La porte était ouverte, c'est cool, elle m'invitait. Okay. Et en fait, il y en a un deuxième. J'ai réalisé qu'il y en a un caché. Donc, il y a des habitants à Montmartre qui ont un moulin comme tous les jours. C'est ok, ouf, le quotidien, d'accord. Tu vois, rapport au compte à 100 000 €, je pense que... l'attraction, on sait jamais. On sait jamais. Je veux un moulin. C'est énorme d'avoir ça quand même. Quel est le regard de ta famille sur le rugby? Parce que tu parles de ta maman, mais tu as aussi des frères, j'imagine des cousins, des tantes. Est-ce qu'on te reproche de faire du rugby ou alors au contraire, est-ce qu'on t'encourage? Alors, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça aussi. Alors, on va pas trop montrer notre affection, hein. Chez nous, on est très pudique à ce niveau-là. Okay. Donc, du coup, je peux pas dire réellement qu'on m'a encouragée, mais je sais que dans le cœur, on me soutient. Par contre, c'est vrai que j'ai une tante qui est pas du tout d'accord, même aujourd'hui. Hein, elle le fait encore comprendre? Elle me le fait comprendre. Après, elle reste quand même fière de moi parce que j'ai pu performer à des moments de ma carrière. Et je sais qu'elle est fière de moi, mais c'est vrai que la pratique du rugby, elle n'est pas du tout fan. Et je vais même te raconter une petite anecdote. C'est que j'ai une cousine qui n'était pas prête jusqu'à maintenant de me voir jouer parce qu'en fait, elle aime tellement pas le fait que ce soit un sport de combat qu'elle n'était pas prête à me voir sur un terrain. Donc, il y a très peu de membres de ma famille qui m'ont vu jouer sur un terrain de rugby. En fait, je suis en train de réaliser que le rugby, et pourtant c'est un sport ultra classique en France, quoi. C'est pas comme si tu faisais du cricket, tu vois. Mais il y a encore des préjugés de malades sur ce sport-là. Ouais, c'est assez fort. C'est assez fort et alors c'est à la fois dommage, mais je me dis que même si c'est un petit pas, ça avance quand même et c'est déjà un petit pas de pris. Tu trouves que les mentalités là en ce moment, elles ont évolué? Honnêtement, moi je trouve, parce qu'on entend de plus en plus parler du rugby féminin aussi. Ouais. Y a eu la Coupe du Monde aussi l'année dernière. Des fois on a des questions, est-ce que les filles plaquent? Enfin, ça reste du rugby, on joue pas à toucher, quoi. Il y en a qui pensent qu'on ne plaque pas, qu'on a un ballon plus petit aussi. Ah ouais, wow, que le terrain est réduit. Ok. D'accord. Donc on va peut-être changer de sport du coup. En fait, c'est du ping-pong comme voilà, c'est en train de décrire, ou du baby-foot. Alors là, on passe devant un café. Je te propose qu'on se prenne une petite boisson à emporter. Parce que c'est un peu rigolo, il s'appelle les 5 marches. Les 5 marches. Je trouvais que ça faisait sens avec le fait de faire un podcast en se baladant, quoi. Bah ouais, c'est parti. Go. Allez. J'ai bien compté les marches. Hein. Il y en a bien 5. Il y en a bien 5, ça va. Bonjour. J'adore, c'est hyper cosy, vraiment. T'as vu? Ouais, c'est... Non mais tout le quartier, il est trop stylé. Franchement, tu me donnes envie de découvrir un peu plus Paris parce que... Je vais te refaire un city guide. Mais vraiment. Tu vois, regarde, il y a les boissons là. Apparemment, les kombucha, c'est très très bon pour la santé. Allez, je vais certainement prendre ça du coup. Tu me l'as bien vendu. Alors attends, t'aimes bien le gingembre? Moi j'aime bien le gingembre. Moi je pense que je vais prendre gingembre. Gingembre? Toi aussi? Bah allez. Allez, let's go. Bonjour, on va vous prendre 2 kombucha gingembre s'il vous plaît. Merci beaucoup.
à emporter. S'il vous plaît. Parce qu'on a encore une marche à faire, nous. Ouais. Un peu d'énergisant comme ça. Par contre, ne regarde pas les gâteaux parce que ça donne tellement envie. J'adore le cadre, je suis fan. Et ils font vraiment des brunchs ici, franchement, le week-end, le brunch en terrasse, là, au soleil, c'est trop bien. Incroyable. Et tu vois, là, il y a un énorme square. Juste derrière. Et si tu vas de l'autre côté, il y a des baraques. Ah ouais? Merci beaucoup. Tu sais que là, je suis en train de me dire que je connais absolument pas Paris, là. Tu connais pas bien Paris? Bah, à part le centre d'entraînement de rugby, pas trop. Il est Pas où? trop. Il est à Marcoussis, dans le 91. Ah bah ouais, du coup, ça te met hors de Paris à chaque fois, en fait. Ouais, après, je me balade un petit peu, mais j'avoue que je connais pas, en fait. Et en fait, c'est con, c'est comme lorsque tu vas dans une autre capitale, typiquement Rome, j'ai vu la fontaine de Trévi, le Vatican, mais pas le Rome des Romains, quoi. Enfin, tu te rends pas compte quand t'es pas du coin. Bon, je vais te faire un petit itinéraire des trucs sympas à voir. Franchement, je veux bien. Montmartre, évidemment, c'est mon quartier de cœur, donc forcément... C'est vrai. Bon, je connais quand même les marches, parce que j'ai fait des séances là-bas. Ah, tu fais des séances sur les marches? J'ai fait des séances, ouais. Putain, c'est stylé, ça. C'est hardcore, quand même. En courant, par deux. Putain, ouais, les par deux, c'est horrible. Il y a des belles côtes aussi à côté. Oui, je confirme. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Tching, tching. Tching, tching, à ta santé. Allez, let's go. C'est parti. Alors là, tu vois, on arrive place Dalida. Dalida habitait, je te montrerai après sa maison. Elle a habité à Montmartre et c'est l'une des figures maintenant connues du quartier. Et tu vas voir, il y a une petite statue de Dalida. Ah ouais, c'est vrai. Et tu vas voir, l'un de ses seins est poli. Parce qu'il y a une sorte de tradition un peu bizarre, un peu tordue. Okay, apparemment, si tu touches ses boobs, ça te porte chance. Ok. Bon, je pense qu'il y a 2-3 gars qui ont pris partie de la tradition. Mais c'est trop drôle. Ah, mais c'est incroyable. Alors là, on vous emmène avec nous rue de l'Abreuvoir et on va discuter de tes valeurs dans le sport, en équipe. Est-ce que vous discutez de la notion d'échec ensemble? Est-ce que c'est un sujet? Oui, c'est un sujet. Forcément, quand on fait du sport encore plus de haut niveau, on est assez sujet à l'échec parce qu'on ne gagne pas tout le temps. Ouais, malheureusement. Et encore, quoique. Ça dépend des personnes, c'est vrai. C'est vrai, Mais tu sais, alors je le dis souvent, mais j'avais lu un truc hyper intéressant sur une boxeuse qui après s'était mise dans le MMA et qui, pendant 20 matchs, n'avait fait que gagner. Et en fait, elle se mettait une pression telle qu'elle ne prenait plus aucun risque. Tu vois? Ah oui. Est-ce que l'échec, du coup, est pas un peu nécessaire aussi? Il est nécessaire parce que c'est... Je vais reprendre la citation la plus connue, hein. Soit je gagne, soit j'apprends. Ah ouais. Mais... Nelson Mandela. Exactement. Rien que ça. mais c'est réel. C'est-à-dire que sans échec, on n'apprend pas. On n'apprend pas comment, purement sportif, comment améliorer, je dis n'importe quoi, mais sa technique de passe, sa trajectoire de course, etc. Ouais. Et même en tant qu'individu, comment on gère le stress, on apprend vraiment à se connaître. En fait, c'est au-delà du jeu. Ça déstresse de perdre de temps en temps? Honnêtement, ouais. Alors je vais même te raconter une anecdote. Il y a des défaites où, de base, je suis quand même quelqu'un je suis très très compétitrice. Il y a des défaites où j'ai rigolé. Et vraiment, c'était pas un fou rire nerveux, c'était vraiment en fait, le fait de relâcher. Ouais. Parce que des fois, on atteint une pression monstre et en fait, tu joues plus. Et bon, une fois que tu as perdu, tu te dis bon, c'était pas si grave que ça. Je vais recommencer, je me détends et je repars. Et en fait, ça fait du bien meilleur, j'imagine qu'après. Meilleur. Et si tu veux, sur la tournée en Océanie, nous, par exemple, on finit 7e en Nouvelle-Zélande et on finit 2e à Sydney. Donc quand même, on n'a pas changé d'équipe entre les deux tournées. On avait 5 jours entre les deux et comme quoi, mentalement, ouais. tout est question de perception aussi. Vraiment, si on part du principe que l'échec est nécessaire pour réussir, et le fait de changer sa perception, sa façon de penser, sa façon d'appréhender les choses, c'est vraiment une réussite pour le coup après. Mais en plus, je me dis que lorsque tu es 7e, tu dois avoir une sorte de niaque, une sorte de revanche en mode « Ah ouais, vous pensez qu'on n'est que 7e ? On va vous prouver le contraire. » Franchement, c'est une sensation où tu te sens ridicule, parce que c'est quand même la pire performance, honnêtement. Sur le coup, c'est pas drôle. On se sent pas bien, on se sent... En fait,
le fait de décevoir parce qu'on représente quand même notre pays, quoi. Bien Donc sûr, le fait de décevoir toutes les personnes qui nous soutiennent, qui prennent le temps de regarder le match, parce qu'il y a un gros décalage horaire. Et on se dit quand même, on n'a pas fait, on rigole, mais on n'a pas fait le boulot, quoi. C'est vrai que je pense pas à cette pression-là. Moi, je m'imagine à ta place en train de dire, il faut que je fasse la meilleure performance pour moi et mon équipe. Mais j'avais pas réalisé qu'on avait la pression d'un pays. Oui. Oh là, il y a un gros camion qui passe. On continue sur la gauche. Tu as le resto rose de la rue de l'Abreuvoir. Ah, il est bien rose pour le coup. Hein. Mais tout le monde se prend en photo devant parce qu'il est trop joli, quoi. Et on va passer rue des Saules. Et alors là, je vais t'emmener voir les vignes de Montmartre. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'adore vraiment il y en a un peu. ce petit guide-là. J'adore. Oh, la vue est incroyable. Ouais, bah tu vas voir après. T'es pas prête, hein. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on se disait sur la pression, oui, la pression. Moi, j'avais pas imaginé que on puisse être aussi dans la pression de pas décevoir son pays, quoi. C'est ça, parce qu'on représente quand même. Alors, honnêtement, je sais pas si tous les athlètes pensent comme ça, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. On représente quand même notre pays et on veut rendre fiers nos couleurs. Enfin, moi, j'adore. À chaque fois que je vais à l'étranger, je me dis purée, on a quand même le plus beau drapeau. Oh, quoi. ouais, c'est clair. On a quand même le plus beau drapeau et quand on voit tous les drapeaux et qu'on voit le nôtre, quand je vois nos drapeaux, je me dis purée, il faut que le drapeau il aille le plus loin possible. J'avoue être waouh. J'ai montré discrètement les vignes, mais ouais, c'est j'étais trop... pas prête du coup. Ah ouais, tu sais que je ne pensais pas que c'était aussi. C'est rigolo, hein. Ah ouais. Et alors là, à ta gauche, t'as le musée. Tu vois, là, énorme, c'est le musée Montmartre. Et il y a un énorme jardin derrière. C'est hyper sympa à visiter. Ah ouais. Je te le mettrai dans ton petit book je veux bien. De Paris. Mais j'imagine aussi la pression que ça incombe. Et en parlant de pression, on en discutait tout à l'heure hors micro. Ta décision de faire du rugby, d'un côté, ça t'a permis, j'imagine, de prendre confiance en toi en te disant, en fait, je vais assumer mes propres choix et je vais devenir ma propre personne et pas juste Exactement. Celle que mes parents voudraient que je sois. Ouais. Et à la fois, grosse pression parce que du coup, t'as plus droit à l'erreur. Exactement. En fait, l'erreur n'est même pas une option. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un choix, qu'une possibilité. Ça fait beaucoup sur les épaules d'une meuf de 16 ans, ça. Hein. Ouais, c'est la réussite et du coup, tout ce qui va avec, c'est que des choix. C'est-à-dire que j'ai mis à un moment donné de côté le scolaire. Donc j'ai eu pas mal d'échecs scolaires du coup. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il fallait tellement que je réussisse. Tu te concentrais trop sur ton sport. C'est ça, il fallait que je réussisse. Je suis quand même allée à l'encontre de ce que souhaitait ma mère. J'ai désobéi d'une certaine façon. Je ne pouvais pas revenir en plus avec un échec. Qu'est-ce que tu te disais dans ces cas-là, les moments de doute et tout? J'imagine que tu as dû en avoir plus d'un. Beaucoup, parce que je me suis beaucoup remise en question, et je me dis, mais finalement, est-ce que je me suis trompée? Puis après, il y a la fierté aussi. Est-ce que je me suis trompée? Je vais rentrer, je vais dire, bon, maman, t'avais raison. Et en fait, non. Alors, des fois, je me dis qu'heureusement que j'ai un peu d'ego. Ouais, c'est clair, il en faut aussi. Hein. Parce que du coup, j'ai continué, j'ai persévéré. Et par contre, j'ai vraiment travaillé très, très dur. Et par contre, j'ai eu beaucoup de travers, dont la dépression aussi, à un moment donné. Parce que forcément, quand tu travailles et que tu réussis pas et que ça commence à faire des mois, des années... Tu te dis, bon, finalement, je travaille très dur, mais ça paye pas. Qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que j'abandonne? Et comment tu l'as vécu cette période-là? Parce que tu as dû te sentir très seule, en fait, face à ce choix. Très seule, et surtout que je suis assez pudique sur... j'échange pas trop sur les moments où c'est assez dur. J'aime beaucoup montrer que ça va bien. Ouais, je comprends. Donc du coup, c'était dur Alors heureusement que j'ai la musique et que j'écris. Pour adoucir les mœurs, comme tu le disais. Mais après, je me recentre toujours sur ce que je veux faire et pourquoi je le fais. Puis j'imagine que si dans ta famille, on est super pudique, ça induit aussi le fait de montrer quand ça va bien, mais de se cacher ou de se mettre en retrait quand ça va pas. Exactement. C'est exactement ça. Et il faut savoir que finalement, ces moments durs dans la vie, moi, quand je réfléchis, je me dis que même si c'est dur sur le moment, je les ai déjà connus et je sais que je me relèverai. C'est pour ça que j'aime beaucoup le rugby, c'est que quoi qu'il arrive, je peux décider de me relever ou pas. Et ça, c'est un choix aussi. Quand je dis qu'il faut faire des choix, c'est qu'on choisit de rester à terre ou on choisit de se relever quoi qu'il arrive. Oh là là, punaise, je suis en train de réaliser à quel point ce sport, c'est en fait beaucoup plus qu'un sport. Quoi. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Je me dis qu'il y a un truc aussi, tu vas quand même à l'encontre de ce qui est censé être...
entre guillemets logique. Tu vas au combat, tu vas au front. Ça te demande tellement de courage de dépasser ta trouille. Ouais. Enfin, tu serais mieux sur ton canapé, à la limite, tu vois. Il y a des moments où tu dois dire, mais qu'est-ce que je fous là, non ? Ça reste un sport de combat, donc on va se prendre des coups, mais dans la vie, c'est pareil. Comment t'appréhendes ça ? Sur le terrain, directement ? Est-ce que ça te fout encore la trouille de te prendre des coups ? J'adore. En fait, non, j'adore. Pourquoi ? Parce que je me dis que c'est soit moi ou soit l'autre. Et je me dis que tant que je garde la tête haute, tant que je suis prête à y aller, en fait, j'ai plus envie d'y aller que d'avoir peur de me prendre des coups. Donc en fait, ça détermine. Ouais, c'est ça. Ça doit déterminer du coup beaucoup de choses aussi dans ta vie de tous les jours. Exactement. Où tu te dis en fait, si j'ai eu le courage de faire ça, vas-y, ça me fait pas peur, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment être motivé par le fait d'y aller, quoi. C'est-à-dire que si je suis à fond et je me concentre sur l'objectif, c'est de gagner. C'est même pas de gagner vraiment faire de la peur, parce que je t'avoue qu'il y a des victoires où c'était un peu tendu pour moi. C'était trop facile ou... j'aime pas trop. Ah oui, moi j'aime bien les matchs difficiles parce que j'aime la difficulté et il faut prendre du plaisir à la difficulté. Parce qu'il y a tellement d'apprentissage là-dedans que c'est hyper riche et il faut savourer tous ces moments-là. Et puis t'es tellement plus fier quand ça a été plus dur, quand justement t'as raté certaines passes, etc. T'es tellement plus fier quand au final tu réussis à surmonter ça qu'un match presque trop facile en fait. Exactement. Et puis là ça me fait penser à une situation que j'adore, c'est sans pluie rien ne pousse, alors remerciez les nécessaires tempêtes dans votre vie. Oh, c'est trop beau. Et en fait, c'est vraiment cet état d'esprit-là. Sans pluie, rien ne pousse, remercie les nécessaires tempêtes dans ta vie. Waouh, ok, trop belle. Je la connaissais pas du tout. Tu sais de qui c'est ? Je sais plus, mais faut vraiment, je l'avais en fond d'écran pendant 1 an. Bon, Madame Séraphine, face à nous, nous avons le Sacré-Cœur. Mais alors nous, on est à l'arrière du Sacré-Cœur et ça, c'est un petit tips. C'est qu'il n'y a pas les touristes. Oui, c'est vrai que c'est assez calme. Wow. T'as vu comme c'est beau ? Ouais, et alors Paris, le soir, tout est illuminé. Et donc quand tu arrives comme ça de cette rue de la Bonne, tu te prends ça face à toi illuminé. C'est... Ouais. Et t'es tranquille, c'est calme. C'est calme, c'est trop bien. Et je te jure que moi, je le vois tous les jours et que je m'en lasse pas. Tu sais, il y a des choses comme ça qui sont tellement belles que tu le fais tous les jours et tu continues d'être émerveillé, quoi. Et c'est ça qui est incroyable. La beauté de la maison. La beauté, ouais, j'aimerais bien dire que c'est la maison, mais ma maison, elle est un peu plus petite. C'est à côté, ça. Bon, alors maintenant, on va passer rue du Chevalier de la Barre et on va redescendre. Tu vas voir, et alors là, on va faire des marches, des vraies. Parce que depuis tout à l'heure, on évite les marches et pourtant, il y en a beaucoup à Montmartre. Parce que j'ai pas peur pour Séraphine, j'ai peur pour moi. Quand je parle d'être en mode et l'échec. Tu disais du coup. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui, quand tu repenses à ton parcours et à tous ces trucs durs que tu as dû affronter, déjà avoir le courage de dire non, en fait, je veux faire du rugby alors que ta famille, elle est en mode what the fuck. La dépression qui s'ensuit parce que en fait, les répercussions de tout ça, j'imagine que tu as dû tellement garder en toi que ça s'est lâché à un moment. C'est tellement humain. Comment tu regardes tout ça aujourd'hui ? Franchement, je suis hyper fière de moi. Et finalement, je me dis que heureusement que j'ai connu tout ça. Heureusement que j'ai galéré. Heureusement que je suis tombée, en fait. Parce que c'est comme un enfant, hein. S'il tombe pas, il marche pas. C'est vrai. Finalement, les enfants, on veut toujours leur donner la main, mais et on les juge pas parce qu'ils tombent. Exactement, ils apprennent à marcher. C'est le processus. En fait, c'est le processus de la vie. Et parfois, je me dis, j'aurais dû kiffer encore plus les moments où je galérais. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, il faut profiter, parce qu'après, je me dis, plus tu profites de ces moments-là, plus tu apprends et plus tu vois le positif. Et après, prendre le temps d'expérimenter et de réaliser ce qu'on est en train de vivre. Et de vivre, en fait, parce que au-delà de ça, il y a aussi la vie. On vit tous et il faut vivre. On adore vivre quand tout va bien et quand tout va mal. En tout cas, quand on considère que ça va mal, on ne vit pas, quoi. Oui, et puis aussi, il faut vivre ces moments-là pleinement et se poser des questions, voir ce qu'on peut apprendre, voir ce qu'on peut en tirer dans chaque situation. Et moi, j'ai envie de dire que même quand ça va bien, on n'est pas spécialement dans l'instant présent, on pense toujours à ce qui va se passer après. Exactement. Tu vois, même je pense au milieu sportif, j'imagine que vous êtes toujours dans la prochaine compétition, etc. Est-ce que vous prenez quand même le temps aussi de savourer vos victoires ? Ou alors est-ce que vous êtes là en mode, bon, c'était super, chin chin, demain... Alors, je t'avoue que le rugby à 7...
c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est sous forme de tournoi. Donc, on peut avoir 3 matchs dans la journée. Et... Donc, en fait, on gagne. Vous avez 3 matchs dans la journée ? Ouais, c'est 2 fois 7 minutes. Donc, un match, c'est 14 minutes. Et après, on a 2-3 heures entre les matchs et on repart. C'est ouf. Ce qui fait qu'en fait, tu peux gagner, mais après, tu bascules, quoi. Ouais, parce que t'as même pas le temps de prendre le temps, en fait. Non, exactement. T'as pas le temps de prendre le temps. Si tu perds, 2 matchs et puis que tu gagnes le dernier, t'es dans quel mood du coup ? Parce que tu dois être un peu. Du coup, t'es pas qualifié pour l'écart, logiquement. Parce que si tu finis meilleur 3e, mais bon, si tu perds 2 matchs, a priori, c'est compliqué. Il faut en gagner 2 sur 3 ? Au moins 2 sur 3. Bon, le mieux, c'est de tout gagner, comme ça, au moins, il n'y a pas de calcul à faire. Oui, d'accord. Et pourquoi le rugby à 7 ? Pardon, je te coupe, mais pourquoi spécialement le rugby à 7 ? Alors, le rugby à 7, parce que c'est mon premier rapport avec le rugby. Parce qu'en fait, quand en UNSS, c'est du rugby à 7. Ok. Et j'aime vraiment ce côté où on court beaucoup. En fait, c'est le même terrain, hein. Du coup, il y a beaucoup d'espace. Oui, il n'est pas plus petit, spoiler alert. Voilà. Il y a beaucoup d'espace. Et moi, comme c'est dit, j'adore courir aussi. Ouais. Et c'est ce côté où, je sais pas, je me sens un peu plus libre. Ouais, je comprends. Parce qu'il y a beaucoup d'espace. Enfin, un peu par rapport à ma philosophie de vie, je me dis que dans la vie, j'ai aussi besoin d'espace. Ouais, pour pouvoir, de liberté. J'ai l'impression que c'est ce que tu as besoin. Exactement. Surtout. Et j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette discipline-là. Ça va plus vite et il y a des actions un peu... je trouve un peu plus folle à 7. Mais aussi, je me dis que dans le rugby à 7, chaque personne joue plus parce que normalement, c'est à 15, c'est ça ? Ouais. À 15, évidemment, chaque passe est divisée beaucoup plus. Toi, là, tu es toujours dans l'action, mais ça doit être encore plus crevant. Vraiment. Et souvent, les gens pensent que, parce que c'est 2 fois 7 minutes, les gens disent, bon, ça va. Ouais, mais les gens ne font pas de rugby. Oui, 2 fois 7 minutes, qui disent ça ne font pas de rugby. 7 minutes, c'est très très long. On s'aperçoit que c'est très très long. Surtout que c'est 7 minutes d'intensité folle, 0 pause, où en permanence ton cerveau peut pas se permettre juste de penser à autre chose, quoi. Parce que sinon t'es dans la merde absolue. Ah non, ça passe très vite et chaque seconde est précieuse. Parce qu'en plus le timing, on a le chrono tout le temps devant les yeux. Enfin, le timing des matchs, par exemple, nous on est capable de jouer à, je dis n'importe quoi, mais 12h54. Ouais. C'est vraiment précis. Ouais, c'est ça. C'est très précis, donc ça compte. Et puis en fait, cette discipline-là, c'est l'imprévisible. C'est-à-dire que tu peux remonter tout comme tu peux perdre à la dernière seconde. C'est incroyable. Ah ouais. Ça va trop vite. Mais ça rend ça hyper intéressant aussi pour la personne qui regarde, du coup. Exactement. C'est vraiment spectaculaire. C'est un peu comme le 3-3 au basket, quoi. Okay. C'est vraiment des sports... c'est récent, mais c'est très spectaculaire. C'est ça que j'aime beaucoup. Ok, ouais, c'est du spectacle. Ouais, exactement. Dernière question, qu'est-ce que tu auras envie de dire à la jeune Séraphine qui est sur le point de désobéir, qui a 13 ans, qui a encore terriblement envie de rendre fiers ses parents, qui le sont, j'en suis certaine, parce que tu mérites vraiment tout le respect du monde. Mais qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour qu'elle ait confiance envers ses choix et qu'elle puisse avoir le dernier petit coup de pouce pour y aller et pour vivre à fond son rêve ? Franchement, je leur ai dit tente, continue d'avancer et évidemment crois en toi parce qu'il faut quand même beaucoup de confiance, mais c'est surtout le fait que dans la vie, il y a des gens qui te mettront des bâtons dans les roues, il y a des gens qui te soutiendront et en fait, il y aura de tout dans la vie, mais ce qui est le plus important, c'est ce que toi, tu as envie pour toi et de beaucoup persévérer. Et toi, t'as trouvé où ta confiance en toi ? Parce que c'est pas forcément évident, surtout si t'étais dans un foyer qui était compliqué, où il y avait l'amour était exprimé de façon très pudique. C'est pas quand même, c'est compliqué de se construire et de construire son estime de soi et sa confiance en soi dans ces conditions-là. C'est hyper compliqué, mais au bout d'un moment dans la vie m'a pas laissé le choix en fait. Ouais, c'était soit j'y allais et j'étais obligée d'avoir confiance en moi. Ou soit je mettais mes rêves de côté et j'allais subir la vie en fait. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand on a des rêves, quand on a des projets, des ambitions, il faut tenter et il faut y aller. Parce que j'imagine que personne n'apprécie subir sa vie, quoi. Et il faut oser en fait. La vie est faite pour oser. Puis j'imagine que
la vie te le rend tellement puissamment ensuite, c'est tellement gratifiant de se dire j'ai eu les couilles d'y aller. Exactement, ça fait plaisir cru en même. moi, alors même presque plus quand tu sais les difficultés que tu as eues. J'imagine qu'aujourd'hui tu dois être tellement reconnaissante de ton parcours aussi. Je suis hyper reconnaissante et vraiment ce que j'adore, c'est fou ce que je vais dire, mais j'adore l'échec. Ah ouais. Parce que finalement, souvent je me dis mais est-ce que réellement l'échec ça existe ? Ouais. On pourrait dire ça parce que finalement il y a toujours un apprentissage autant sur soi que sur ce qu'on est en train de faire, quoi. Et toujours j'ai vraiment ce regard-là. L'échec c'est vraiment une perception. Si on fait de l'échec quelque chose de... Putain, mais t'as tellement raison, c'est tellement une perception. Mais ouais, c'est une perception. Dans les faits, est-ce que ça existe vraiment ? S'il y a toujours un apprentissage, est-ce que c'est réellement un échec ? Mais c'est ouf. C'est trop juste ce que tu dis, ça me fait penser à un truc que m'avait dit Alain Prost, qui était pilote de Formule 1, qui m'avait aussi parlé de perception et ça m'avait vachement fait réfléchir. Lui disait parfois j'arrive 4e mais j'ai fait une perf de ouf. Moi je sors, je suis trop fière de moi. En fait j'ai pas de médaille, je suis pas sur le podium donc en soi j'ai échoué. Ouais. Moi je suis trop fière de moi. Et parfois je gagne mais c'était un peu facile. Tu penses la même chose toi ? Je pense que je valide complètement. Comme quoi le mental de sportif, franchement, vous êtes l'élite de la nation. Parce que même moi j'avoue c'est encore compliqué pour moi d'y penser. J'ai beau avoir un podcast sur l'échec. J'ai du mal à l'appréhender malgré tout, ça fait peur, on a envie de faire toujours de son mieux, on n'a pas envie de décevoir comme tu dis et c'est souvent justement pour cette raison-là qu'on n'a pas envie d'échouer et presque moins pour soi que pour les autres. Exactement, et il y a la pression de la société, de l'entourage, mais ce qui est bien c'est qu'une fois avoir pris conscience de qu'est-ce qui finalement te stresse ou te fait peur derrière, quels sont les enjeux, au final ça permet de changer un peu le regard sur l'échec. Ouais, t'as raison. Et puis il faut échouer une première fois, comme ça après t'es là, c'est bon, je suis pas morte. Exactement. C'est bon. Et oui, la finalité c'est ça aussi. Ouais. Enfin, à part si vraiment quelqu'un met sa vie en jeu, mais... Non, on vous dit pas de faire ça les gars. Hein. Voilà. Mais quand on a des projets, moi, des rêves... Moi je suis pas responsable. Hein. C'est surtout les rêves, il n'y a rien de plus beau qu'un rêve. Et je me dis, mais quand quelqu'un a un rêve, peu importe le rêve, il faut y aller. La vie, elle est trop belle. C'est clair. Et encore plus parce que on a la chance, je dis qu'on a quand même la chance d'être en vie, il y en a qui souffrent un peu plus. Moi je suis reconnaissante pour des trucs aussi bêtes que d'avoir 2 bras, 2 jambes. Non mais laisse tomber bien sûr. Et je me dis mais même là j'ai 2 bras, 2 jambes, je rêve. Tout commence par la santé. Hein. Exactement. Merci beaucoup Séraphine, franchement j'aurais continué 1h30 encore. Mais je suis arrivée à bout de mes questions, t'as tout dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Là, on est avenue Junot et hors micro, je vais te montrer la petite impasse que j'adore, qui s'appelle Villa Léandre. Okay. Déjà, pardon, excuse-moi, les gens habitent dans une villa de gens, c'est trop stylé. Donc, je vais te montrer ça. J'espère que ça vous a plu, les gars, cet épisode en marchant. C'était marrant à enregistrer, non ? C'était énorme, franchement. Et puis, encore une fois, merci pour la petite visite. Parce que là, je vais revenir. J'ai visité Paris, clairement, j'ai adoré. Ouais, ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Tu peux vraiment être fier de toi, de ton parcours. Et quand on t'entend raconter tout ça, c'est d'autant plus impressionnant. Et ça met encore plus de saveur, je pense, sur les victoires. Tu vois ? Exactement. Bisous les copains. Salut. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.